À la une ce soir, les services municipaux foyalais à l'arrêt ce matin. Une mobilisation des agents affiliés à la CGTM-SOM pour revendiquer de meilleures conditions de travail. De nombreuses écoles de la capitale sont restées portes closes. Le TCSP devrait finalement rouler gratuitement sur une période déterminée. La décision a été annoncée par le conseil d'administration de Martinique Transport qui s'est réuni cet après-midi. En revanche, aucune date n'a été communiquée pour l'instant. La Villa Chanteclair se transforme en Casa Rose cette semaine, un événement qui entre dans le cadre d'Octobre Rose. L'une des Amazones organisatrices de la manifestation nous parlera du concept. Et puis, les parlementaires ont fait leur entrée ce matin au Sénat. Une première pour Catherine Conconne et les élus guadeloupéens qui ont pu participer à la réélection du président. Nous avons suivi leur premier pas. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Le préavis de grève avait été déposé le 15 septembre dernier et a été mis à exécution aujourd'hui. Les employés municipaux affiliés à la CGTM-SOM ont manifesté leur mécontentement ce matin. La plupart des services de la ville de Fort-de-France sont restés fermés. Les grévistes réclament une amélioration de leurs conditions de travail et plus de moyens humains. L'impact direct de cette mobilisation s'est fait ressentir dans les écoles de la ville qui venaient à peine de rouvrir leurs portes après 2 semaines pour une autre mobilisation. Reportage de Jean-Marc Dabreux. Pas de cantine, pas de nettoyage des salles de classe. Le fonctionnement des écoles de Fort-de-France fortement perturbé ce lundi, source d'exaspération pour certains parents. Entre Irma, Maria, les contrats aidés, la mairie de Fort-de-France, je suis en récup heureusement, mais sinon jour de congé ou les grands-parents quand ils sont dispo et c'est pas évident. Et ça emmerde tout le monde. Mais ça va, j'étais de repos, donc tout s'est bien passé, puis on verra pour les jours à venir. Alors je suis rendue sur l'école. J'ai vu qu'il n'y avait pas de cantine, je suis revenue voir mon fils. Si l'école Simone Vatan est restée ouverte, la majorité des établissements n'a pas accueilli d'élèves. D'autres services ont été impactés, comme le CERMAC, resté fermé aujourd'hui. Sur le parvis de l'hôtel de ville, une centaine de grévistes tient le siège de la mobilisation. Dans chaque service, il manque des choses au point de vue matériel, des gens à remplacer. Le manque d'effectifs, alors c'est le pourquoi, et encore d'autres, et encore d'autres. Pendant ce temps, au 6e étage, les négociations se poursuivent. Un cahier de 18 points de revendication est présenté au maire. À chaque fois qu'on recevait une délégation, on disait qu'il y avait des choses à faire. Et nous satisfaits, donc aujourd'hui, on a 18 points parce qu'on veut des éléments de réponse. Je pense de tout cœur qu'on trouve une solution avant demain matin. Maintenant, s'il n'y a pas de réponse, la grève va continuer demain et après-demain s'il le faut. En milieu d'après-midi, la rencontre est suspendue. À ce moment, aucun accord n'est trouvé. Mon souci, c'est de continuer à maîtriser les dépenses et les recettes de la ville et à faire en sorte que financièrement, la ville retrouve des marges de manœuvre qui permettent à la fois de répondre à l'attente du public, mais aussi de répondre, parce que pour moi c'est tout aussi important, à l'attente du premier public qui est servi, c'est-à-dire les 2700 agents de la collectivité. Le bras de fer s'annonce difficile. Ce soir, les négociations devaient se poursuivre à la mairie de Fort-de-France. Autre établissement resté fermé aujourd'hui et qui n'a pas du tout rouvert ses portes depuis la rentrée, le Lecta de Croix-Rivaille. Le préfet interpelle une nouvelle fois aujourd'hui le président du comité martiniquais de vigilance de l'enseignement agricole sur l'urgence de la situation. Dans un courrier adressé à Olivier Bérisson, il rappelle que la justice a rendu sa décision référée à débouter Philippe Aurore le 28 septembre dernier. Franck Robin annonce avoir transmis les nouvelles revendications des grévistes au ministère de l'Agriculture. De nouvelles évolutions dans le dossier qui seront également analysées par la justice. Enfin, le préfet rappelle que ni les parents ni les élèves ne peuvent encore attendre. Direction Paris maintenant, où les sénateurs ont fait leur grande rentrée aujourd'hui. Parmi les petits nouveaux, la première femme sénatrice de Martinique, Catherine Conconne, qui, vous le savez, n'est pas du tout débutante en politique. Elle a participé à l'élection du président du Sénat. Comme elle, les élus fraîchement élus de la Guadeloupe ont pris leur repère pour ce nouveau mandat. Notre correspondant Éric Dupuis a suivi leur premier pas. Regardez. Elle est la première martiniquaise élue par ses pairs pour siéger au Sénat.
Comme en Martinique, la nouvelle sénatrice sera une opposante attentive, notamment en ce qui concerne l'emploi dans la collectivité. Les temps sont durs avec des réformes profondes, très parfois choquantes, comme celle des contrats aidés. Et moi, j'estime que le Sénat doit être ce rempart des collectivités locales. Parallèlement, je compte initier aussi un certain nombre de choses qui ont trait au patrimoine, pouvoir obtenir le maximum de choses pour que nous puissions valoriser au mieux ce magnifique patrimoine. Catherine Conconne sera certes présente assidûment dans l'hémicycle, mais son emploi du temps sera partagé entre Paris et son île. Chaque mois, je vais dédier une journée de mon emploi de temps à une commune, aller à la rencontre des élus, les voir, discuter avec eux, participer à leur conseil municipal pour faire compte rendu de ma mission. Catherine Conconne n'est pas la seule antillaise élue sénatrice. La Guadeloupéenne Victoire Jasmin découvre le Palais du Luxembourg et a de grandes ambitions pour son mandat. Pour ma part, je me suis proposé pour certaines commissions. Donc après, on verra bien. Au cours de cette semaine, il y aura l'installation de différentes commissions. Donc je verrai en quelle mesure, effectivement, mes choix seront retenus. Ces deux sénatrices prenaient part au vote pour élire le nouveau président du Sénat. Sans surprise, Gérard Larcher a été réélu. Nous sommes le premier lundi du mois d'octobre qui lance le coup d'envoi des manifestations d'Octobre Rose, un mois pour sensibiliser sur le cancer du sein. Dès cette semaine, la Villa Chantecler se transforme en Casa Rose. Comprenez la Maison des Roses. À partir du 5 octobre seront proposées sur place expositions, ateliers et conférences. Anaïs Gall a assisté aux préparatifs. Regardez. Derniers ajustements avant l'impression en grand format. Couchés sur le papier, des corps de femmes marqués par la même maladie. Chaque artiste a une vision un petit peu différente de la chose et une expression aussi au niveau de la photographie, de la façon dont les montages sont faits, dont les photomontages sont faits. C'est un peu spécial mais c'est joli. Donc ça correspond surtout au sujet. Ces clichés, réalisés par 12 artistes locaux, viendront habiller les murs de la Villa Chantecler, rebaptisée Villa Rose tout le mois d'octobre. Mario Gilbert fait partie des exposants. Pour réaliser ces photographies, il a collaboré avec 2 femmes ayant subi une ablation mammaire. Il y a un aspect suivi psychologique, on va dire, on peut parler de photothérapie aussi, entre les photographes et ces femmes. Donc c'est beaucoup de rencontres au préalable avant de faire la séance photo, beaucoup d'échanges pour connaître la vie, l'origine et surtout les ressentis par rapport à cette opération et aussi au cancer du sein. Donc les photos en fait sont le résultat de ces échanges tout au long. Ça a duré pour à peu près 2 mois par personne. À l'initiative du projet, Alexandra Arnay, touchée par le cancer du sein en 2014, elle souhaite aujourd'hui apporter un soutien aux femmes concernées par le biais de l'art. Au moment de l'étape de la mastectomie, qui n'est pas systématique pour toutes les femmes qui ont eu un cancer du sein, au moment de passer cette étape-là, c'était assez difficile pour moi. Je crois que c'est le moment qui était le plus dur. Et je tombe sur une photo d'un magazine où on voit une reprise de La Liberté guidant le peuple de Delacroix, où il y a une femme, Marianne, qui est une femme qui a eu une mastectomie. Et en fait, cette photo m'a donné beaucoup de force. Je n'ai pas vu une femme malade, j'ai vu une femme conquérante, une belle femme. Je me suis dit, c'est une femme comme ça que j'ai envie d'incarner. Ça m'a rassurée et ça m'a donné la force, avec d'autres choses évidemment, il n'y a pas que ça, mais d'affronter les épreuves qui m'attendaient. Et en revenant dans mon pays, j'ai eu envie, à ma façon, d'apporter peut-être cette aide que cette photo a pu m'apporter à un moment important de ma vie. Et j'ai voulu aider les femmes, peut-être qui avaient peut-être besoin d'un message tel que celui-là. Et donc m'est venue l'idée de faire cette exposition photo. Des images fortes qui rappellent que le cancer du sein est particulièrement répandu sur notre territoire. En Martinique, près de 200 nouveaux cas chez les femmes et 3 chez les hommes sont décelés chaque année. Le cancer du sein en Martinique, c'est une problématique parce qu'on a des cancers beaucoup plus tôt et beaucoup plus sévères qu'ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, 90% des cancers sont en rémission. Et donc on a fait d'énormes progrès. Certes, le parcours chimio, radiothérapie, c'est des choses compliquées, mais c'est aussi des choses qui nous sauvent la vie. En plus de l'exposition, des ateliers dédiés au bien-être ou au dialogue, ainsi que des conférences et des projections de films autour du cancer du sein. La Villa Rose comme un cocon pour les malades et leurs proches.
villa. Et parmi les Amazones qui portent le projet, Sandrine Lamique nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on l'a vu dans ce sujet, le but des ateliers, des expositions est surtout de permettre aux malades de pouvoir trouver en un lieu unique des réponses à leurs questions. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet ? L'envie est de restituer un peu ce que j'avais reçu, parce que j'ai été prise en charge il y a maintenant 7 ans à Paris, où j'ai pu bénéficier d'une prise en charge globale, donc tant sur le plan médical que l'accompagnement, puisqu'il s'agit de mettre en place des soins oncologiques de support. Et c'était l'envie en fait de restituer ce que j'avais reçu dans ces moments difficiles aux femmes atteintes de cancer chez moi en Martinique. Parce que ça fait défaut en Martinique, il n'y a pas suffisamment d'accompagnement. C'est clair. J'en ai d'ailleurs fait mon sujet de mémoire qui s'intitule « L'innovation sociale au service des femmes atteintes de cancer en Martinique ». Parce qu'en fait, le constat est clair, c'est un besoin qui n'est pas couvert. Donc aujourd'hui, face aux limites du système et au désengagement social de l'État, en fait, ce sont des initiatives citoyennes comme celle-là qui rendent ce genre de projet-là possible. Donc il fallait effectivement qu'on fasse bouger le curseur et qu'on se mobilise pour que les pouvoirs publics nous entendent et pensent aussi à intégrer ces soins de support en Martinique. Et est-ce qu'ils vous entendent, les pouvoirs publics, maintenant que vous organisez ce type d'événement? J'espère que l'appel est lancé, les gens sont concernés, donc je pense qu'après la Villa Rose, il y aura forcément un après. Alors justement, la Casa Rose est sur une durée limitée. Alors qu'est-ce qui va se passer pour les malades qui ont pu apprécier tous les conseils que vous leur avez donnés, mais qui après, ils voudront encore rencontrer des professionnels? Alors l'idée, c'est de pérenniser le projet, de créer une maison, un petit cocon, enfin un espace où les gens pourront effectivement retrouver tout ce qui leur a été proposé en ce beau mois d'octobre rose, ici même en Martinique. Et où on en est déjà? Alors, le projet il en est qu'à ses balbutiements, mais on a bon espoir que les choses bougent assez rapidement. Très bien, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Répondu à nos questions. Donc on rappelle que la manifestation, la Casa Rose, c'est la maison des roses, commence à partir du 5 octobre prochain, voilà, jusqu'au 23. Alors avec une manifestation phare qui est le vernissage de l'exposition, et les ateliers en eux-mêmes seront proposés du 9 au 13. Très bien, merci à vous. Voilà. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous parlerons de l'alcoolisme chez les seniors, une thématique encore taboue abordée par la commune de Petit-Bourg en Guadeloupe dans le cadre de la Semaine Bleue. Nous irons en Guyane également qui se met à la Fashion Week, un rendez-vous privilégié pour tous les créateurs locaux. Et puis dans notre JT des communes, nous parlerons des étudiants qui font leur premier pas dans leur vie de jeunes adultes en intégrant pour la première fois leur appartement du Clous. Mais avant, partons tout de suite en Guadeloupe avec cette affaire qui met les surveillants pénitentiaires dans l'embarras. Un gardien de prison a été pris la main dans le sac ce week-end, surpris en train de faire entrer dans son établissement pénitentiaire des produits prohibés. Déféré au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en comparution immédiate, il devrait finalement être jugé le 23 octobre prochain. En attendant, il sera incarcéré à la maison d'arrêt de Basse-Terre où il partagera sa cellule avec les autres détenus faute de place en isolement. Voyez les précisions recueillies par nos confrères d'ATV Guadeloupe. Pour nous, il a été question dans un premier temps de conforter ce renseignement pour savoir si effectivement il ne s'agissait pas bien évidemment de jeter le discrédit de manière totalement gratuite sur un personnel pénitentiaire. Nous avons mené une enquête depuis 3 mois de manière discrète et confidentielle pour aussi, je dirais, préserver la sincérité des investigations à mener, pour aboutir à l'interpellation ce week-end, car nous avions des éléments nous laissant penser que ce surveillant à sa prise de service samedi matin allait pénétrer dans l'établissement avec des objets illicites, eh bien, pour procéder à son interpellation qui a démontré en effet que ce surveillant était en possession ce jour-là, il s'agit d'un flagrant délit, de substances, je parle de cannabis illicite et aussi d'alcool. Sa position est un peu minimaliste, je dirais parfois un peu ambiguë, puisqu'il a commencé à nous indiquer qu'il avait été mis sous pression sans reconnaître la totalité des faits,
pour terminer sa garde à vue en étant non pas mutique, mais en tout cas en ne répondant pas aux questions face aux éléments qui sont là et auxquels il ne pouvait pas, en tout cas, nous apporter de réponse. Donc une position, je dirais, minimaliste, tout en reconnaissant un certain nombre de choses. Ils encourent chacun 10 années de prison, puis c'est ce que prévoit le code pénal pour à la fois des infractions de corruption, active ou passive, et également des infractions à législation sur les stupéfiants, puisqu'il s'agit de trafic portant sur des substances stupéfiantes qui leur est à chacun, en tout cas des trois, reproché également. C'est un collègue avec qui on a travaillé en métropole, qu'on côtoyait tous les jours au centre pénitentiaire de Bemaro. Samedi matin, nous avons appris que le collègue a été interpellé par les forces de l'ordre. Il avait en sa possession de l'alcool et de la drogue. Il ne faut pas oublier qu'il y a la présomption d'innocence, mais lorsqu'un agent a été interpellé avec de la drogue et de l'alcool, pour nous, il n'y a plus question de présomption d'innocence. Donc de ce fait, nous condamnons fermement le geste de l'agent parce que depuis quelques mois, même des années, on se bat contre l'insécurité qu'il y a à Bemaro. Nous avons fait 3 fouilles durant l'année, nous avons enlevé des portables, des armes, de la drogue, et samedi nous apprenons que c'est un collègue qui fait rentrer de la drogue et de l'alcool. Nous sommes quand même très embêtés. C'est un agent qu'on côtoyait tous les jours, un agent qui faisait son boulot correctement, donc on n'avait rien à reprocher cet agent, sauf samedi matin où on a appris qu'il a été interpellé. Toujours en Guadeloupe, où comme chez nous, la Semaine Bleue a commencé. Un rendez-vous national annuel qui met les seniors à l'honneur. Dans l'Île-Sœur, la ville de Petit-Bourg a saisi l'occasion pour pointer du doigt la problématique de l'alcoolisme chez les seniors. Voyez ce reportage de Karen Diamant. Pour mieux appréhender les addictions et notamment celle de la consommation d'alcool chez les seniors, un film pédagogique a été projeté à la mairie de Petit-Bourg. On a remarqué que la population avait augmenté, la population des personnes âgées augmente d'ailleurs, et il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont en addiction. Mais c'est surtout à cause de l'isolement, de la solitude, et puis, mais c'est une addiction qui est tout à fait masquée en fait. Comme on dit que c'est une épidémie tout à fait invisible. C'est pour ça que j'ai voulu, lors de cette Semaine Bleue, sensibiliser un peu les gens à ça. Si l'addiction à l'alcool chez les personnes âgées reste un phénomène peu connu, les risques encourus peuvent s'avérer bien plus graves. Il faut sensibiliser, montrer que la personne âgée n'a pas la même consistance que quelqu'un de 20 ans. Donc l'alcool est 10 fois plus nocif. Et puis l'alcool chez la personne âgée ne se montre pas pour des gens qui errent dans la rue. Au contraire, c'est souvent d'autres symptômes qui attirent. Beaucoup de gens qui se cassent la jambe à cause de ça, parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles ou bien qui ont des problèmes de dépression. À cause de l'alcool, ou plusieurs problèmes psychiques, à cause de l'alcool, des problèmes de mémoire aussi, à cause de l'alcool. On ne sait pas que c'est l'alcool, on pense que c'est la vieillesse. Mais avant tout, il faut savoir une chose, ce sont des gens qui souffrent. Pour le Centre communal d'action sociale, il s'agissait également de lutter encore et toujours contre l'isolement des personnes âgées. C'est aussi un moment pour pouvoir fructifier les liens et le vivre ensemble. Bon, le thème nous incite à vivre ensemble très longtemps et en bonne santé. C'est pour cette raison que nous avons mis en place cette conférence débat, l'alcool et les aînés. De nombreuses personnes souffrent d'isolement et sombrent dans des doses exagérées de consommation exagérée d'alcool. Pendant toute la semaine, plusieurs rencontres et manifestations autour du thème « Faire société à tout âge » auront lieu dans la majorité des communes de l'archipel. Voilà 2 semaines que l'ouragan Maria est passé dans l'arc antillais et la Dominique peine encore à se relever. Certaines zones sinistrées sont encore très difficiles d'accès. Pour en parler, nous recevons Darot Cassius, qui est le ministre des Affaires amérindiennes de la Dominique. Une interview que l'on fera en créole puisqu'il maîtrise pas vraiment le français. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci pour nous. Merci, Divini. Merci. Alors, expliquez-nous en quelle situation villageux jeudi, nous qu'à parler. Jeudi, tout le monde dans le village là, nous panions qu'on case pour nous arrêter. Le village là vraiment crasé
on manière tristesse qui ça yo fait pour demain. Après Marie a passé les demain mon calena go venir ensemble yo mettait antibactérien sur caillou pour ça fait qu'on confortable. Mais c'est seulement pour le beau temps. Si on l'applique à tomber actuellement mon ka mettre koya de manière tristesse parce que quasi ka mouillé. Ça fait télécommunication, nous pas connaître télécommunication, nous pas connaître internet, nous pas ni électricité. Place là vraiment nous c'est actuellement. Alors est-ce que tu es pareil qu'aux autres les autres Maria t'es arrivé les autres? Oui, on s'est dit nous t'es préparé comme nous, mais le m'a passé nous te mené de toi mon un shelter pour temps là. Mais parce que m'a pas touché nous. Le noutan Maria te vini adam moun décidé qui yo dernière fois était allé rien pas fait pour ça yo pas aller bon le moun reste kayo mais merci bon Dieu nous pas tenir personne mort mais yo pas te supposé que Maria te vini aussi yo pas te supposé Maria te vini vraiment tout ça avec toute force ça là mais Maria passé avec vraiment touché pays entier. Parce que en ville, c'est même bien, il faut essayer pour mettre l'électricité vivre, il y a une communication en ville, mais il faut pas vivre pour normal, actuellement, comme on va parler. Alors, ça a fait des semaines que Marie a passé en la Dominique. Oui. Vous avez toujours difficulté pour retrouver les dons nous qu'a fait Bazot? Pas pour dire difficulté, mais toute belle qui vient par contribution pour monter par le gouvernement. C'est un problème logistique pour dire les rivières Dominique, il y a pour taper un côté pour mettre, après ça, il y a pour savoir qui ça qu'il faut à chaque communauté. Nous avons reçu quelque chose pour le moment qui a venu petit à petit, pas qu'à venir tout ça. En plein pour dire nous ça, chaque monde quelque chose pour ça satisfait. Mais il a montré petit à petit. Aussi, nous avons une famille qui a resté en Guadeloupe, aussi ici à Martinique. Ils ont vraiment fait un effort pour ça, aider nous en place Kalinago et les autres places en Dominique aussi. Mais quand nous avons dit que nous avons une famille actuellement, il y a plus de temps. Parce qu'il y a tellement de bagages qui ont un pays pour aider. Peut-être que pour un petit temps avant, on famille a payé ça. Il y a mis longtemps pour arriver en l'emmène les mouvements qui ont besoin. Oui. Alors, dis-nous qui ça a besoin, parce qu'il y a dit nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de lait, nous avons besoin de l'autre bagaille, nous pas imaginer. Pour l'avenir, pour besoin de certains bagailles, nous avons besoin de l'eau spécialement pour petits enfants, pour bébés. Mais en place Kalinago, là, mon habité, nous avons de l'eau. Nous avons servi de l'eau source, l'eau la rivière, nous avons servi toujours de l'eau source, là, nous avons servi pour boire. Parce que nous avons toujours des cas boire de source là. Mais les autres places de Dominique qui souffrent, qui panent la rivière. Et c'est souffionné, c'est glossouf qui a couru, il passe à glossouf. Il y avait autant les autres pays, place un pays qui fait mon besoin de l'eau. Mais pour nous, en place Kalinago, c'est plutôt bagaille pour manger et bagaille pour reconstruire, c'est pour nous arrêter. Alors justement, les autres, ils ont retrouvé qu'aux autres, ils ont imaginé les autres pays construire le village là. Après Maria, le lendemain, c'est mon levé, ils ont commencé à mettre les bagages ensemble, aller tirer galvanage, mettre ensemble pour faire caillou. Mais, comme regardez, c'est un côté là, ils ont posé tête seulement, les pieds de la pluie. La pluie, il faut taper un côté pour ça, mettre caillou pour ça, mettre chaise. Le gouvernement déjà montré comme un parlement pour place Kalinago à Kassan. Nous déjà tapé les bagages contre Tapolin pour nous aider à couvrir. Nous avons des petites tentes aussi, mais ils sont vraiment petits. Et nous avons des familles. Plus bâches, plus stocks? Oui, nous avons besoin de plus stocks. Aussi, nous avons besoin de bagages comme appareil solaire. Comme des lampes solaires, des flashlights solaires, des radios solaires. Pour éclairer la nuit. Parce que place la nuit, c'est. Aussi, ça nous avons besoin de sanitizer. Comment on dit ça? Sanitizer? C'est comme dire quand tu prends un monde qui est malade, mais après on peut passer pour ça. Ah, pour laver leurs mains, pour les gens qui peuvent laver leurs mains, ils finissent. Aussi, savon en fait. Oui, mettre basic. Comme dit Nadam, après temps passé, tu as essayé pour mettre galvanage sur caillou, tu as petit coupé. Il y a besoin de basic pour ça au pays. Très bien. Parce que si ça n'est pas fait, quand tu as pays qui a venu affecté, qui a fait plus gros problème. Antiseptique et puis pansement. Oui. Ok, ben merci.
Merci Divini, expliquez-nous sa capacité à payer au là. Et puis bon courage. Merci. Merci. Nous l'épisode. Merci. Merci. Okay. Place au sport maintenant avec un retour sur les événements qui ont marqué le week-end. Rétela Epinou, la victoire de Didier Efestion lors de la 3e manche du championnat de Martinique Jet Ski. En football, le choc de la 4e journée du championnat de Régional 1 entre le club franciscain et le Golden Lion est revenu aux franciscains. Retour sur un week-end de sport avec Caril Chassol et José Le Chertier. Ce week-end marquait la reprise du championnat de prix national en handball. Chez les hommes, un match refermait cette première journée hier en fin d'après-midi. L'USC Citron a battu l'ASC Ducos 38-20. Pour le reste, notez les victoires de l'Étoile de Gondo, de l'Espoir de Floréal, du TS franciscain et du Réveil sportif. Chez les femmes également, pas de surprise, les favoris se sont imposés. L'Aiglon, l'Arsenal, l'Entente AS Mondes gauloise, le Réveil sportif et l'USC Citron. En basket, on jouait les quarts de finale de la Coupe de France. Chez les hommes, outre la victoire et qualification de la Gauloise aux dépens de l'USAC, notez celle de l'US Ducos, du Golden Lion et du CSC Carbet. Les demi-finales opposeront le CSC Carbet à la Gauloise et le Golden Lion à l'US Ducos. Chez les femmes, outre les victoires par forfait du Golden Lion et de la Gauloise, sur le terrain, l'ASC Aigle Noir et l'Éclair ont validé leur ticket pour les demi-finales. Elles mettront face à face l'ASC Aigle Noir et le Golden Lion et le choc des demi-finales opposera la Gauloise à l'Éclair. En football, la 4e journée du championnat de Régional 1 a été marquée par la victoire du club franciscain dans le choc face au Golden Lion, victoire également de l'Aiglon et du Golden Star, partage des points dans les autres rencontres. Au classement, à l'issue de cette 4e journée, le Golden Star, le club franciscain et le New Star sont co-leaders. Le Golden Lion suit à 1 point et en bas de tableau, l'émulation, le CS Caspilote et la JS Eucalyptus ferment la marche. En volleyball, la sélection de la Martinique masculine termine 7e du 3e tour qualificatif de la Coupe du Monde. Nos volleyeurs ont remporté leur dernier match hier face au Costa Rica, 3-7-0. Enfin en jet ski, la 3e manche du championnat de la Martinique s'est déroulée hier sur le plan d'eau de la plage des Résignés à Trinité. Didier Efestion s'est imposé devant Eugène Edson. Parlons mode maintenant et direction la Guyane où a commencé aujourd'hui la 5e édition de la Guyane Fashion Week. Une occasion de mettre les créateurs locaux à l'honneur. Le programme de la semaine de festivités a été présenté ce matin. Pierre Tréfou vous en dit plus, regardez. Pas de répit à la Fashion Week. Après New York, Londres, Milan et Paris, c'est au tour de la Guyane de lancer son marathon des défilés pour le printemps-été 2018. La mode, c'est important pour les jeunes, pour tous les âges d'ailleurs, toutes les époques, mais c'est surtout aussi cette année la tradition qui va être portée par cette Guyane Fashion Week. Donc pour nous, c'était très important de continuer à travailler avec le groupe Guyane Fashion Week afin que nos compatriotes, nos concitoyens puissent en profiter. À partir de demain, plusieurs événements autour de la mode prendront place entre Kourou et Cayenne. Défilés de mode, showroom et ateliers d'initiation. Cette année, les fashionistas seront comblés. Au niveau des designers de la Fashion Week depuis 2013, il y en a certains avec qui j'ai eu l'occasion de travailler par le biais de mon conservatoire. Et donc c'est toujours resté un échange de danse, de mode et de savoir-faire justement. Des jeunes créateurs seront mis à l'honneur et c'est surtout la mode guyanaise qui sera majoritairement représentée. Quelques stylistes étrangers venant du Suriname, de Trinidad et de Hollande viendront compléter cette Fashion Week. On ne fait pas de choix parce qu'on essaye vraiment d'intégrer tout le monde, c'est ouvert. Mais il est certain qu'il y a un grand engouement, notamment au niveau des stylistes et des designers qui se font énormément connaître et se rapprochent automatiquement de nous et s'inscrivent pour participer au défilé, notamment la Camisa d'Or où nous retrouverons 9 stylistes cette année qui défileront pour gagner le prix de la Camisa d'Or pour les professionnels et la Camisa d'Argent pour les jeunes étudiants dans le domaine de la mode. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour venir découvrir et apprendre sur les métiers de la mode. La plupart des événements seront gratuits, mais attention, il faudra réserver sa place pour pouvoir y assister.
Culture toujours, mais on revient en Martinique avec la visite d'un groupe d'orchestre de jazz. L'occasion de faire découvrir à travers des ateliers de nouvelles sonorités aux plus jeunes. Cet après-midi, ce sont les élèves de 6e du collège Fernand Donatien qui ont assisté à la prestation du groupe Trio Kankou. Voyez cette ambiance captée par Anaïs Gall. C'était bien. En plus, le matin, on a eu la chance d'être avec Sophie. Et cet après-midi, on a été dans un concert. C'était bien. C'était bien. Il faisait plein de choses. On a vu que le batteur, il pouvait utiliser plusieurs trucs, plusieurs instruments pour battre. Je serais assez content, personnellement, si les enfants pouvaient apprendre à concevoir la notion de musique que j'appellerais d'expression, entre guillemets. C'est un terme qui n'existe pas, mais leur faire toucher du doigt que certains artistes essayent de créer une expression singulière que personne d'autre ne peut faire. Moi, je crois que la musique est universelle et surtout chez les enfants, ils peuvent... parfois, les adultes ont des barrières que les enfants n'ont pas. Et c'est un âge très privilégié pour faire découvrir plein de musiques. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert, en étant enfant, des gens jouer des musiques extrêmement singulières ou qui passent pas à la radio, ou ça dépend des radios, mais voilà. Et donc, je pense que c'est une chance et que c'est quelque chose d'unique pour eux et j'espère que ça leur sera utile dans leur vie de musicien. Allez, c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec un nouveau point sur un feuilleton à rebondissement, celui du TCSP. Cela fait 2 mois maintenant que la marche à blanc est officiellement terminée, mais aucun passager n'est encore monté à bord. Alfred Marie-Jeanne avait bien annoncé un transport gratuit à partir d'aujourd'hui, mais la CACEM n'a pas suivi, faute d'accord entre les différentes entités gestionnaires. La nouveauté du jour est que le conseil d'administration de Martinique Transport s'est réuni aujourd'hui et a annoncé que la gratuité sera bien appliquée sur une certaine période, mais ne peut encore dire à partir de quand. Le point tout de suite avec Alizé Lutran et Guy Raphaël Rony. À en croire l'injonction d'Alfred Marie-Jeanne, en attendant le lancement commercial, les bus du TCSP devaient dès aujourd'hui transporter gratuitement les voyageurs, mais pas l'ombre d'un passager, les bus sommeillent au parc. En revanche, au siège de Martinique Transport, petit coup d'accélérateur. Réunis cet après-midi en conseil d'administration, les acteurs du TCSP semblent avoir amorcé un début d'entente. À l'unanimité des membres du conseil d'administration, nous avons décidé qu'il y ait un démarrage du TCSP avec des usagers qui pourront l'emprunter gratuitement. C'est ce qu'il faut retenir. Et deuxièmement, nous nous sommes mis d'accord à l'unanimité pour pouvoir financer le déficit à venir. La CACEM peut prendre cette décision pour que la CFTU puisse accueillir des usagers et puis ça nous permettra dans cette période d'intervalle de préciser les choses quant à la tarification à venir. Une bonne nouvelle, peut-être, sauf qu'aucune date n'est pour l'heure avancée pour ces tests gratuits. Reste une autre épine dans la roue du TCSP, l'avenir des taxis collectifs. Inquiets pour la pérennité de leur activité, ils ne savent toujours pas si une aide financière leur sera accordée pour compenser leur trajet raccourci. Je ne peux pas interlocuter cette forme de fausse, camarade. C'est pas vrai. Ah, c'est M. Marie-Jeanne, c'est eux qui prend, c'est eux qui pour dire voilà, nous avons négocié avant transporter à partir. Voilà, il y a nous de soit nous avons négocié à sous l'argent, soit il a fait les transporteurs entre en organisation, parce que ce n'est pas tout transporteur qui peut partir, parce que nous ce sont des pères d'enfants, c'est des mères d'enfants. En Martinique, ils ont un taux de chômage, une idée de transporteur qui est des salariés en l'époque, on ne peut pas mettre un monde de haut comme ça. Je fais la ligne François-Fort-de-France. Alors, le tarif du François, c'est 3,80 €. Mais du moment qu'on va arriver jusqu'à la gare de Carrère,
ça va nous coûter 2,20 €. On va perdre 1,60 €. Pour Martinique Transport, les chauffeurs de taxis collectifs y trouveront leur compte grâce à un volume plus important de passagers. Les taxicos auront à faire beaucoup plus de rotation puisqu'ils doivent servir de transport pour rabattre notamment sur le TCSP à partir des gares multimodales de Carrère et de Mao. Ce qui fera qu'ils vont éviter l'engorgement qu'ils ont actuellement en voulant entrer sur Fort-de-France et la Pointe-Simon. Martinique Transport remet les cartes entre les mains de la CACEM et lui demande de compléter son rapport définitif pour permettre une tarification adéquate. Quant à la période de gratuité, elle permettra peut-être de réconcilier un peu les usagers avec un TCSP auquel certains ne croient déjà plus. Direction Saint-Pierre maintenant, où un énorme trou est apparu sur la RN2, le long des berges de la Roxelane, entre le pont Roche et le nouveau pont. Vous le voyez sur ces images amateurs. Un effondrement de la route consécutif aux inondations du week-end dans la commune. La circulation est pour l'heure interdite aux poids lourds et ce jusqu'à nouvel ordre. Pour les véhicules légers, une déviation va être mise en place par l'allée Pécoul sur la RD10A. Passons au chapitre info pratique. Notez que les villes de Schellcher et du Lorrain ont été reconnues en état de catastrophe naturelle au titre des inondations par choc mécanique des vagues. Les Schellcherois ont jusqu'au 4 octobre prochain, ce mercredi, donc pour faire leur déclaration auprès de leur compagnie d'assurance. Ce délai est porté à 30 jours pour les déclarations de perte d'exploitation pour les professionnels titulaires d'une garantie couvrant les pertes d'exploitation et de bénéfices. Nous poursuivons ce JT des communes au campus de Schellcher où les étudiants ont déjà fait leur entrée depuis plus d'une semaine. Certains rentrent tout juste dans leur vie de jeunes adultes et quittent pour la première fois le nid familial. Hubert Bornil et Valérie Vincent ont suivi les premiers pas de la relève. Regardez. J'ai beaucoup de chance pour ma première inscription. J'ai pu trouver Sarah qui en est à sa 3e année. Alors elle va me montrer comment ça se passe les inscriptions et comment ça vit ici. Comme Leslie, ils sont nombreux à prendre possession pour la première fois de leur studio à la résidence universitaire. J'achète de tout ce que j'ai besoin. Un peu de quoi manger, des livres. Ici, de quoi manger également. Un petit réfrigérateur, un petit lit. Ben oui, tout est petit. 12 mètres carrés de surface à peine pour vivre, mais comme on dit, on vient d'abord ici pour les études. Il n'y a pas de difficulté de transport. Nous avons tous les services qui sont sur un campus, là, au niveau de la restauration, au niveau du petit déjeuner, au niveau de l'aide sociale et aussi au-delà même de l'hébergement. Et il y a un comité, un conseil des résidences. Ce n'est pas un simple hébergement. Nous prenons en charge les étudiants de façon à ce qu'il y ait une vie étudiante autour de la vie de l'hébergement simple. On peut dire que le logement dispose d'un minimum côté aménagement. Pour avoir un peu plus de confort, il convient d'y ajouter quelques éléments mobiliers et électroménagers. Pour certains parents, le détachement n'est jamais facile. Alors ils sont là pour donner un coup de main. Moi, jamais été réfrigérateur. Moi, pas mettre télé. Moi, pas connaître télé. Maintenant, là, moi, capoter ordinateur. Moi, mener un petit meuble. Pour mettre micro-ondes et puis nourriture. Maintenant, on va découvrir le coin cuisine. C'est ici que tous les étudiants se retrouvent, en tout cas ceux qui savent cuisiner. Voici Denise. Tu es ici depuis le 4 septembre. Oui, d'accord. Comment ça se passe? Quand j'arrive, je sors de l'école, je fais mon repas. Je viens ici, je cuisine, je broche ma plaque et tout. Et après, si je peux manger là, il y a de l'espace. Et après, je fais la vaisselle et je retourne dans ma chambre de travail. Alors, c'est un avantage de savoir cuisiner. Oui. Oui, c'est un avantage, mais bon, je ne fais pas de grande cuisine. Certains ont la chance de trouver rapidement une place. D'autres semblent apprécier le confort, ne serait-ce assez sommaire, de leur installation. J'ai demandé pour pouvoir habiter dans le logement qui se trouve ici. Et tu as pu trouver? Oui. Ouais. C'est facile, les dossiers, tout ça? Il faut s'inscrire sur une liste d'attente et au bout de 2 jours, on m'a répondu. Beaucoup d'attentes, mais on va dire que le nécessaire a été fait. Les équipements étaient déjà sur place. Moi, je ne reste pas
forcément très longtemps, donc je n'ai pas ramené grand-chose. Et puis il y a ceux sans langue de bois qui font remonter quelques points négatifs, mais jamais rien de bien méchant. Les fenêtres parfois sont HS, donc on a chaud le soir, il faut l'ouvrir, essayer de bricoler, coincer une bouteille. Pareil, ils ne veulent pas le réparer, il faut une agence extérieure pour le réparer. Et s'ils le réparent, c'est toutes les fenêtres qui vont réparer de toutes les chambres. Enfin, du côté de la direction du Clous, on se félicite cette année encore d'avoir accueilli les étudiants dans de bonnes conditions. Au niveau de la résidence, nous sommes presque complets. Donc les étudiants, ils ont pu avoir leur chambre résidence et nous avons à peu près 10 chambres de disponibles. Donc tout se passe au mieux cette année. Bon ben voilà, on a fait à peu près le tour de la question. On voit désormais à quoi ressemble la vie d'étudiant ici dans cette résidence. Là, nous sommes à la Tour. Sachez qu'il reste encore quelques places, quelques appartements disponibles. À bientôt. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du Carrefour Market au François. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, attention, Régine Germani fait son grand retour avec En Tchèque Pays. Ne manquez pas ça, tout de suite.